Le PDG infiltré trouva une nouvelle caissière en pleurs dans la salle de pause. Ce qu'elle dit ensuite lui brisa le cœur. Sous la faible lumière jaune de la salle, Ethan s'arrêta sur le seuil. Un léger bourdonnement provenant du distributeur de soda emplit le silence, mais ce furent les pleurs étouffés qui le glacèrent. Sur le canapé usé près des casiers, une jeune femme était assise, voûtée, les bras autour d'elle. Ses cheveux blonds collaient à ses joues humides, reflétant la lumière comme des fils d'or ternis par le chagrin. Il entra prudemment. « Pourquoi pleures-tu ici toute seule » demanda-t-il d'une voix basse et douce. La femme se redressa brusquement, surprise. Elle s'essuya rapidement les yeux, mais ne le regarda pas. Sa voix était posée, quoique fatiguée. Si on venait de perdre sa mère et qu'on devait encore sourire aux clients, on pleurerait aussi. Ethan s'arrêta net. Il ne s'y attendait pas. Il était venu chercher une bouteille d'eau, pas pour se frotter au chagrin de quelqu'un d'autre. Le poids de ces mots le frappa en pleine poitrine. « Je suis désolé, dit-il doucement. » Elle secoua la tête, chassant les excuses. Elle se laissa aller en arrière, les yeux secs, mais distants. Son uniforme était légèrement froissé, son badge de travers. Lisa. Ethan regarda le mini-frigo, mais ne bougea pas. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était rempli de non-dits. Normalement, il laissait de l'espace aux gens, mais pas cette fois. « Je suis Ethan » dit-il, offrant son nom comme un rameau d'olivier. Lisa le regarda, le voyant vraiment maintenant, évaluant, jugeant s'il n'était qu'une personne comme les autres qui oublierait ses larmes en quelques minutes. Après un silence, elle dit, « Lisa, il voulait en dire plus, lui offrir quelque chose. »« Tu veux être seule » demanda-t-il plutôt. Elle haussa légèrement les épaules. « Peu importe. Il me reste 5 minutes », il jeta un coup d'œil à l'horloge. Elle avait raison. Dans quelques minutes, elle serait de retour à sa caisse, vérifiant ses courses, faisant comme si son monde ne s'était pas écroulé. Il s'assit sur le banc en face d'elle. « Je ne voulais pas m'immiscer. Je comprends juste ce qu'est la perte d'un être cher. » Lisa le regarda, surprise, mais resta silencieuse. « C'est difficile à expliquer à ceux qui ne sont pas passés par là, » dit-il. « Ils s'attendent à ce que vous pleuriez en silence, que vous preniez un jour de congé, puis que vous repreniez vos activités comme si vous étiez guéri. » Lisa laissa échapper un rire amer. « Exactement. » Il hocha la tête. « Il passe à autre chose. Il pense que vous aussi. » Pendant un instant, elle sembla sur le point de dire quelque chose, mais au lieu de cela, elle fixa le sol, tapant légèrement du pied, comptant le temps jusqu'à ce qu'elle doive à nouveau porter le masque. Ethan l'observa. Il y avait quelque chose dans son silence, quelque chose de fort. Il avait connu le chagrin. Il l'avait vu dans le miroir. Mais le sien était différent. Frais, brut et silencieusement inflexible. Elle est du genre à briser le silence, pensa-t-il, mais à se montrer quand même. Alors qu'il se levait pour partir, il marqua une pause. « Si jamais tu veux parler, dit-il, ou ne pas parler, je suis là. » Lisa ne répondit pas, mais alors qu'il se retournait pour partir, il remarqua que son regard le suivait. Juste une seconde. Ni par curiosité, ni par suspicion, juste par reconnaissance. La gentillesse qu'un soldat témoigne à un autre sur un champ de bataille. Il recula dans les lumières vives du magasin, le cœur un peu plus lourd, l'esprit revoyant encore sa voix. Ce n'était pas seulement sa tristesse qui le hantait. C'était la force qu'il lui fallait pour la supporter aussi discrètement. À 35 ans, Ethan était une figure emblématique du commerce de détail. Il était le fondateur et PDG d'Ethan Mart, une chaîne d'épicerie qui avait connu une croissance rapide ces 10 dernières années, mais peu savaient pourquoi il l'avait créée. La vision d'Ethan était née d'une perte, du décès de sa mère, et de l'espoir de créer quelque chose de meilleur pour des gens comme elle. Hélène était mère célibataire et caissière. Elle travaillait tard et rentrait épuisée, mais ne cessait jamais de sourire en bordant Ethan. Elle lui avait appris que la gentillesse n'était pas une option. C'était un mode de vie. Elle n'a pas vécu assez longtemps pour voir son succès. Mais Ethan lui avait promis que ses sacrifices ne seraient pas vains. Lorsqu'il a ouvert le premier Ethan Mart à 25 ans, il ne s'agissait pas seulement de produits d'épicerie. C'était une question de dignité. Il s'assurait que ses employés bénéficient de congés maladie payés, d'horaires flexibles et de salles de pause avec de vrais canapés et du café, et non pas seulement de distributeurs automatiques. Et cela a fonctionné. L'entreprise a grandi.
Et pendant un temps, le cœur qui l'animait a également grandi. Mais quelque chose a changé avec l'expansion de l'entreprise. Plus de magasins, plus de cadres, plus d'investisseurs. Ethan a commencé à remarquer des choses. Les rapports des magasins semblaient bons, mais le turnover augmentait. Les managers parlaient en chiffres, pas en noms. Des mots comme efficacité et maîtrise des coûts ont remplacé respect et bien-être. Puis est arrivée la lettre laissée anonymement sur son bureau. Elle était directe, mais honnête. Un gérant de magasin de longue date décrivait un lieu de travail vidé de ses valeurs d'origine. Épuisement professionnel, pression, peur. Vous avez commencé quelque chose de bien, disait la lettre, mais on ne le ressent plus. Vous avez bâti cette entreprise avec du cœur, mais on a l'impression que ce cœur a disparu. Ethan l'avait lu 3 fois. Cette nuit-là, il n'avait pas fermé l'œil. Il se souvenait de son enfance, regardant sa mère pleurer dans la cuisine après s'être fait gronder pour avoir donné un sandwich à un homme affamé. Il s'était promis, si jamais je dirige quelque chose, personne ne sera puni pour sa gentillesse. Maintenant, assis dans un bureau en hauteur avec vue sur les gratte-ciel, il se demandait s'il avait rompu cette promesse. La décision fut rapide, mais pas impulsive. Elle était nécessaire. S'il voulait la vérité, il ne la trouverait pas derrière un bureau en acajou, en costume sur mesure. Il devait retourner à l'étage, auprès des gens. Il travaillerait sous couverture. Pas de presse, pas d'assistance, juste Ethan, déchu de son titre, travaillant comme un employé régulier. Il choisit un magasin loin du siège social, le magasin 48, un endroit calme en banlieue où personne ne le connaissait. Là, il postula sous le nom d'Ethan J et commença au bas de l'échelle. Préposé au stock, arrière-boutique, équipe de nuit. Son travail était simple, décharger des palettes, récurer les sols et sortir les poubelles. Ainsi, par un mercredi soir froid, Ethan se retrouva à pousser une serpillière dans l'allée du fond, la sueur perlant à son col, les bras endoloris à force de soulever des caisses d'eau en bouteille. Les clients passèrent devant lui. Les employés hochèrent poliment la tête. Personne ne savait. Et pour la première fois depuis des années, Ethan se sentit ancré. Pas de bureau d'angle, pas de zone tampon, juste lui, face à face avec la culture qu'il avait créée. Ou peut-être perdu. Il s'essuya les mains avec une serviette, scrutant la longue rangée d'étagères. « J'ai fait une promesse, murmura-t-il. Et j'ai besoin de savoir si je l'ai rompue. » Les équipes de nuit du magasin 48 étaient plus calmes que celles du jour, mais Ethan avait compris que c'était là que les qualités les plus profondes des gens se révélaient. Sous les néons, loin de l'agitation et du bruit, le rythme du magasin ralentit, presque humain. C'est alors qu'il commença à la remarquer. Lisa, elle travaillait à la caisse 3, prenait toujours le service de fermeture et parlait rarement, sauf si on lui adressait la parole. Elle était mince, la peau pâle, et portait de longs cheveux blonds qu'elle tenait attachés en une queue de cheval lâche. Mais ce qui frappa Ethan, ce n'était pas son apparence. C'étaient ses yeux. Il y avait en eux quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Pas exactement de la tristesse, mais une certaine immobilité, comme quelqu'un qui aurait appris à vivre avec quelque chose dont il ne s'est jamais vraiment remis. Elle était toujours bienveillante envers les clients, mais pas de manière performative. C'était une gentillesse discrète, authentique. Lorsqu'un homme âgé franchissait sa file d'attente avec $2 de moins pour ses courses, elle sortait la monnaie de sa poche sans hésiter et lui disait de ne pas s'inquiéter. Lorsque le petit bout d'une jeune mère piquait une colère et renversait un présentoir, Lisa s'agenouillait calmement pour aider à nettoyer tout en prononçant un mot doux pour apaiser la femme paniquée. Elle prenait des services dont personne d'autre ne voulait. Elle était sortie en retard. Ethan l'avait un jour vu éponger une tache de café qui n'était même pas dans son rayon, simplement parce que personne ne l'avait remarqué. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne s'attendait jamais à des compliments. Elle faisait simplement ce qu'il fallait faire. Et pourtant, elle ne souriait jamais de tout son visage. Ethan l'observait de loin, non pas d'une manière intrusive, mais observatrice. Chaque fois qu'il la voyait interagir avec un client, il se surprenait à déchiffrer ses gestes. Sa façon de serrer le comptoir une seconde de plus après un échange particulièrement grossier. Sa façon de se détourner rapidement après un rire poli, comme si elle craignait que le masque ne tombe. Un soir, il la vit marcher seule vers la salle de pause à la fin de son service. Ses épaules étaient tendues. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis disparut derrière la porte battante. C'était la première fois qu'il se demandait quel fardeau elle portait.
Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Ce n'était pas romantique, du moins pas encore, mais c'était quelque chose de plus profond, quelque chose comme de la reconnaissance. Il voyait en elle la force tranquille de quelqu'un qui endure, qui persévère, non pas par énergie, mais parce qu'il n'a pas d'autre choix. Ethan avait passé la semaine précédente à pousser des chariots, à réapprovisionner les rayons et à nettoyer des bocaux cassés. Son corps était douloureux à des endroits qu'il avait oubliés, mais rien ne le déstabilisait autant que la présence de cette fille qui portait sa douleur comme une seconde peau. Un soir, alors qu'il passait devant sa caisse à la fermeture, il entendit une cliente lui aboyer dessus pour avoir scanné un article 2 fois. Elle s'excusa aussitôt, annula le duplicata et lui tendit son ticket de caisse d'une main ferme. Tandis que la cliente s'éloignait, Ethan aperçut le visage de Lisa. Elle souriait toujours, mais ses yeux semblaient perdus. C'est là qu'il comprit. Quelle que soit la douleur qu'elle ressentait, elle était ancienne, usée, comme un manteau qu'elle avait pris l'habitude de porter. Pourquoi reste-t-elle ici, se demanda Ethan plus tard dans la soirée, assis seul dans la salle de pause. Pourquoi une fille comme elle choisit-elle cette vie? Est-ce vraiment un choix? Il pensa à sa mère, à la façon dont elle lui avait souri alors que son monde s'écroulait. À la façon dont elle lui avait dit que certains donnent plus qu'ils ne le devraient, par peur que personne d'autre ne le fasse. Il regarda la porte par laquelle Lisa était entrée plus tôt et pensa, ce n'est pas une employée comme les autres. Il y a autre chose, quelque chose que je dois comprendre. Et à partir de ce moment, Ethan commença à observer plus attentivement, non par suspicion, mais avec une révérence silencieuse. Lisa était bien plus que ce qu'il y avait à voir, et il le sentait au plus profond de lui-même. Quoi qu'il en soit, cela allait tout changer. La porte de la salle de pause grinça lorsqu'Ethan la poussa, s'attendant au silence. Mais dès qu'il entra, il s'arrêta. Elle était de nouveau là, Lisa assise au bord du canapé, les coudes sur les genoux, une vieille photo serrée dans ses mains. Son dos était légèrement voûté, sa posture raide, comme si elle essayait de se retenir par la seule force de sa volonté. Son regard ne croisa pas le sien, mais elle ne lui ordonna pas non plus de partir. « Je suis désolé, » dit Ethan doucement, debout près de la porte. « Je ne voulais pas vous déranger. » Lisa secoua légèrement la tête. Ses doigts tremblaient. Ils se resserrèrent sur les bords de la photo. « Ça va. J'avais juste besoin d'un moment. » Ethan s'approcha discrètement du banc en face d'elle et s'assit sans un mot. Il ne voulait pas rompre le fragile équilibre qui l'empêchait de s'effondrer. Lisa fixa la photo, sans vraiment la voir. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était basse et cassante. « J'ai fait des erreurs à la caisse. J'ai inscrit le mauvais prix 2 fois aujourd'hui. J'ai oublié d'emballer les produits d'une femme. Elle m'a crié dessus devant toute la file. Elle a dit que j'étais inutile. » Ethan est resté silencieux. Je n'ai même pas pu la regarder dans les yeux. Lisa a continué. J'aurais voulu m'excuser, mais les mots ne sortaient pas. J'ai la tête ailleurs. Ses lèvres se pincèrent. Elle détourna le regard, la mâchoire serrée comme si elle essayait de contenir les émotions qui lui montaient à la gorge. J'ai demandé un jour de congé supplémentaire, dit-elle après une pause. Juste un. Mais le gérant a dit, si je manque 2 jours en un mois, il me vire du travail. Ethan sentit la colère monter dans sa poitrine, mais il la ravala. Ce n'était pas à cause de lui. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail, dit Lisa, la voix brisée. Mon petit frère. Il n'a que 6 ans. Il a besoin de nourriture, de vêtements, d'un loyer qui lui dépasse. Je suis tout ce qu'il a maintenant. Elle marqua une pause et son souffle s'accéléra. Il n'arrête pas de demander de ses nouvelles, murmura-t-elle. Tous les soirs. Comment va maman aujourd'hui? A-t-elle reçu ma photo? Est-elle encore fatiguée? Sa main tremblait plus fort, et elle porta les mains à son visage, dissimulant son expression, les épaules voûtées. Je ne peux pas lui dire, dit-elle entre ses mains. Je ne peux pas être celle qui le lui dira. Il fait des dessins d'elle chaque semaine. Je les envoie par la poste et je fais comme si elle était encore trop faible pour répondre. Chaque nuit, je mens, et chaque matin, je pleure avant qu'il ne se réveille. La poitrine d'Ethan se serra. Il n'y avait pas de mots pour cela. Aucun réconfort assez grand pour envelopper le poids qu'elle portait. J'ai peur, murmura Lisa en baissant enfin les mains. J'ai peur que lorsqu'il la prendra, il cesse de sourire. Qu'il va perdre le dernier morceau d'elle qu'il me reste. Ethan l'observa,
le silence dans la pièce maintenant dense, douloureux. Elle le regarda, les yeux cernés de rouge, mais secs. J'ai l'impression de craquer, mais je n'ai pas le temps. Il hocha lentement la tête, sa voix à peine audible. Tu ne devrais pas avoir à porter ça toute seule. Lisa eut un rire creux. Mais moi, si. C'est ça le problème. Personne d'autre n'interviendra. Si je m'effondre, tout s'effondre avec moi. Elle s'adossa au canapé, la photo posée sur ses genoux. Ethan y jeta un coup d'œil. 3 visages souriants. L'un d'eux était un garçon aux yeux brillants et au sourire béant. C'est lui, demanda Ethan doucement. Elle hocha la tête. Tommy. Il ne sait même pas encore ce qu'est le deuil, et je fais tout mon possible pour que ça reste ainsi encore un peu. Ils restèrent assis en silence un moment. Le bourdonnement du distributeur, le tic-tac de l'horloge, et même le bourdonnement lointain du magasin dehors. Tout cela. Elle s'estompa. Ethan aurait voulu lui promettre quelque chose. N'importe quoi. Qu'elle irait bien. Que les choses s'amélioreraient. Mais il ne pouvait que s'asseoir à côté d'elle et sentir la gravité de son monde s'abattre sur lui. Elle s'essuya le visage avec la manche de son uniforme et se leva lentement. Je devrais rentrer, dit-elle d'une voix basse mais assurée. Ethan se leva aussi. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Lisa ne répondit pas tout de suite. Puis, presque imperceptiblement, elle hocha légèrement la tête et sortit, la photo toujours à la main. Ethan, resté dans le silence, sut que quelque chose avait changé. Il avait déjà vu de la douleur, mais pas comme ça. Il venait de pénétrer dans l'obscurité de Lisa et la trouva emplie d'une lumière si intense qu'elle lui faisait mal à la poitrine. C'était une nuit calme au magasin. Les allées étaient presque vides, le bourdonnement des néons emplissant le silence. Ethan, finissant son service, essuyait une étagère de surgelé lorsqu'il aperçut Lisa dans l'allée adjacente, agenouillée près des boîtes de soupe, rangeant méthodiquement. Avec une concentration mécanique. Ses mouvements étaient vifs, précis, mais dénués de toute énergie. Son regard fixait droit devant, le vague. Il hésita, puis s'approcha. Besoin d'aide? Lisa leva les yeux, surprise, puis parvint à esquisser un petit sourire las. Je vais bien. Je m'occupe juste. Ethan s'accroupit à côté d'elle et commença à empiler des boîtes de conserve. Parfois, ça aide. Un silence suivit, mais pas gênant. Puis Lisa parla d'une voix douce. Tu as déjà rencontré quelqu'un? Une seule fois, mais ça a tout changé. Il la regarda, surpris. Oui, je crois. Lisa hocha la tête. Ma mère disait qu'il y avait quelqu'un comme ça pour elle. Ethan marqua une pause. Qui? Elle conduisait tard il y a 10 ans. Il pleuvait fort. Sa voiture a quitté la route et s'est retrouvée dans un fossé. Elle était coincée, effrayée. La voix de Lisa baissa, emplie d'une pointe de respect. Il dit qu'un jeune homme s'était arrêté. Une vingtaine d'années peut-être. Il la sortit de là, la conduisit à l'hôpital, resta tout le temps, se disputant avec les infirmières pour qu'elle soit examinée plus vite. Ethan eut le souffle coupé. Elle n'a jamais eu de réponse. Son nom complet. Il lui dit qu'il s'appelait Jonathan. Jonathan Hay. Ce nom résonna comme une cloche dans l'esprit d'Ethan, et pendant un instant, tout se figea. Jonathan Hay. C'était son nom avant qu'il ne le change légalement, juste avant de fonder l'entreprise. À 25 ans, il avait voulu repartir à zéro. Il avait pris son deuxième prénom, laissé Jonathan derrière lui et était devenu Ethan Hay. Il se souvenait de cette nuit-là, de la pluie battante, de la voiture renversée dans un fossé, d'une femme blessée et effrayée. Il avait brisé une vitre, l'avait portée dehors et conduite à l'hôpital le plus proche, attendant son admission. Elle l'avait remercié. Il avait hoché la tête, dit que ce n'était rien, et était parti. 10 ans plus tard, il écoutait Lisa raconter son histoire. Elle l'appelait toujours son ange. Lisa disait qu'il n'avait pas seulement sauvé son corps. Il lui rappelait que les bonnes personnes existent encore, que la gentillesse comptait. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. Les bords étaient usés. Elle avait écrit cela, dit Lisa. Elle n'avait jamais envoyé. Elle le garda près de son lit. Elle le tendit à Ethan. Il le prit avec précaution, le dépliant lentement. Au jeune homme qui m'avait tiré des décombres.
Tu ne sauras peut-être jamais ce que tu as fait pour moi cette nuit-là. Mais tu n'as pas seulement sauvé mon corps, tu as sauvé ma foi en l'humanité, en la décence, en la bonté. Si ma fille te revoit un jour, j'espère qu'elle verra ce que j'ai vu. Un cœur qui n'a pas hésité. Si je ne suis plus là, sache que tu m'as donné plus qu'une nuit de vie. Tu m'as donné 10 années de plus avec mes enfants. Merci, Hélène Carter. Hélène, c'était son nom. La gorge d'Ethan se serra. Il regarda Lisa, la prise de conscience s'installant avec force. C'était la fille de cette nuit-là. 14 ans alors. Il se souvenait vaguement d'elle, attendant dans un couloir avec un cahier de coloriage, une queue de cheval blonde, de grands yeux pleins d'inquiétude. Maintenant, elle était là, adulte, blessée, forte, et il était à ses côtés depuis des semaines sans le savoir. Elle ignorait totalement l'homme en elle. L'histoire était posée devant elle. « Ça va ?» demanda Lisa, remarquant le changement d'expression dans son visage. Ethan hocha lentement la tête, plia la lettre d'une main tremblante et la lui rendit. « Oui, c'est une lettre puissante. » Lisa esquissa un léger sourire. Elle croyait que les gens comme lui étaient rares. Des gens qui faisaient le bien et ne voulaient rien en retour. Ethan prit une inspiration, se forçant à rester calme. On dirait qu'il a laissé une trace. Les yeux de Lisa s'embuèrent. C'était le cas. Elle rangea la lettre et se leva, époussetant son pantalon. Ethan resta immobile, les pensées tourbillonnantes. Était-ce vraiment elle? Cette fille, cette femme, était-ce la même enfant qui lui avait autrefois dessiné un ange aux ailes de crayon et l'avait remercié d'avoir sauvé sa mère? Et si oui, que faisait-il maintenant que le destin les avait réunis? Ethan était assis par terre dans son appartement tard ce soir-là, entouré de cartons qu'il n'avait pas ouverts depuis des années. La faible lumière de la lampe projetait de longues ombres sur le carton usé et les piles de vieux carnets, de reçus et de souvenirs d'une autre vie. Ses mains bougeaient lentement, méthodiquement, comme si elles avaient peur de trouver ce qu'elles cherchaient. La lettre que Lisa lui avait montrée résonnait encore dans son esprit. Jonathan Hay, le nom de sa mère, Hélène. Le soir de l'accident, tout s'alignait trop parfaitement. Il avait besoin d'en être sûr. En fouillant dans l'une des dernières boîtes, Ethan la trouva. Un journal en cuir patiné. Les bords effilochés, le dos presque déchiré. C'était le journal qu'il tenait dans sa vingtaine, à l'époque où il notait encore ses pensées au lieu de les taper sur son téléphone. Il feuilleta les pages, des notes sur ses premières idées d'entreprise, des pense-bêtes, de courts passages sur ses longues nuits et des rêves dont il se souvenait à peine. Puis il le trouva. Coincé entre deux pages, pressé soigneusement entre le papier et le cuir, se trouvait un petit dessin. Le papier était délavé, les bords gondolés par le temps, mais l'image était indubitable. Un croquis enfantin au crayon représentant un ange souriant avec de grandes ailes et un halo doré, et au bas, écrit en grandes lettres irrégulières, « Merci, bel homme, pour... Sauve ma mère, Lisa. » Ethan se figea, le souffle coupé, traçant les lignes du bout des doigts. L'ange avait les cheveux bruns et une chemise bleue, comme il l'avait porté cette nuit-là. Les ailes étaient de travers, le visage grossièrement dessiné, mais le message était clair. Il se souvenait maintenant que c'était quelques jours seulement après l'accident. Il était retourné voir Hélène pour s'assurer qu'elle se rétablissait. Elle l'avait invitée dans leur modeste maison, une petite location dans une rue calme. Les meubles étaient vieux. La cuisine sentait le pain chaud. Et les murs étaient tapissés de photos d'une vie construite avec amour. Lisa était là, peut-être 14 ans, une fille mince aux cheveux blonds éclatants tirés en une queue de cheval ébouriffée et aux yeux trop grands pour son visage. Elle avait d'abord jeté un coup d'œil timide au coin de la rue, puis avait couru vers lui, tenant le dessin à deux mains. « Je l'ai fait pour toi », avait-elle dit en souriant. « Tu es comme un vrai ange. » Il avait ri maladroitement, flatté, mais ne sachant pas quoi répondre. Il prit le dessin, la remercia et promit de le garder. Et il l'avait oublié, jusqu'à ce soir. 10 ans plus tard, la même jeune fille, désormais jeune femme, était de retour dans sa vie, brisée, mais courageuse, portant le poids d'un monde qui ne l'avait jamais aidée. Il fixa le dessin, la gorge serrée. Des émotions le submergèrent. Incrédulité, tristesse, émerveillement. Le genre d'émerveillement qui survient lorsque l'univers revient et remet sur son chemin une personne qu'on a connue. Juste au moment où l'on comprend enfin pourquoi, des larmes lui montèrent aux yeux. Elle l'avait qualifié d'ange gardien, mais en vérité, il n'avait été là qu'un instant,
une lueur passagère dans l'une des nuits les plus sombres de la vie de sa mère. Pourtant, d'une certaine manière, cet instant avait compté. Il avait survécu en Lisa, en sa mère, dans cette lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Et maintenant, elle souffrait, seule, portant non seulement son chagrin, mais aussi la responsabilité d'élever son jeune frère, s'épuisant jusqu'à l'épuisement pour survivre. Et pourtant, elle avait conservé la douceur que sa mère aimait, la décence, la force. Ethan s'essuya le visage avec la manche de sa chemise, essayant de reprendre son souffle. Elle se souvenait de moi, murmura-t-il. Tout ce temps. Mais elle l'ignorait encore. Elle ignorait que l'homme qui rangeait les étagères à côté d'elle, qui l'avait écouté pleurer en silence, était le même que ce soir-là. L'homme qu'elle avait autrefois dessiné avec des ailes et appelé Ange. Cette prise de conscience fut bouleversante. Il resta assis en silence, le dessin sur ses genoux, le cœur brisé comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Le passé et le présent s'étaient entrechoqués. Et au milieu se tenait Lisa, pas seulement une fille au sourire triste. Elle était un fragment d'une promesse faite il y a longtemps, le symbole de quelque chose qu'il pensait avoir perdu dans le brouhaha des salles de réunion et des échéances. Il plia soigneusement le dessin et le replaça entre les pages du journal, mais pour ne pas l'oublier cette fois. Non, c'était maintenant un souvenir, un guide. Il regarda par la fenêtre la nuit silencieuse et murmura aux étoiles, « Elle m'a donné ça autrefois. C'est peut-être à mon tour de donner en retour. » Et sur ce, Ethan savait qu'il ne s'en irait pas. Pas cette fois. Tout est écrit précisément selon le ton et la structure que vous avez définis. L'air du matin était frais tandis qu'Ethan se tenait devant le magasin, sirotant son café, regardant les camions de livraison décharger leur cargaison. Pour tous les passants, il n'était qu'un employé de première heure comme les autres, attendant son tour. Mais intérieurement, son esprit s'emballait. Il avait un plan, discret, doux. Un plan n'est non pas du devoir, mais de quelque chose de bien plus personnel. Cette semaine-là, Ethan a mis en place un réseau de soutien privé par l'intermédiaire de l'association qu'il avait fondée des années auparavant au nom de sa mère. Toujours active, mais désormais discrète. Sous le pseudonyme d'une amie de votre mère, il a commencé à envoyer des colis hebdomadaires à l'appartement de Lisa. Chaque boîte était soigneusement assemblée, des produits d'épicerie sains, des articles de toilette, des petits jouets et des fournitures scolaires pour son petit frère, et parfois, glissé entre les articles, un mot manuscrit sur du papier à lettres sans marque. Vous n'êtes pas seul. Continuez. Où votre force se voit même lorsqu'on se sent invisible. Il savait qu'elle serait méfiante au début, mais il savait aussi qu'elle avait besoin de croire à nouveau en Grèce, en cette bonté invisible, comme sa mère l'avait fait autrefois. Puis vint la chanson. Un soir, dans la salle de pause, Ethan avait entendu Lisa fredonner doucement en pliant des tickets de caisse, quelques notes à peine, presque perdues dans le bourdonnement du distributeur. Mais il l'a reconnue. C'était la même mélodie que sa mère avait fredonnée des années auparavant dans cette chambre d'hôpital. Une berceuse transmise de génération en génération. Il l'enregistra discrètement sur son téléphone et l'envoya plus tard à une amie compositrice avec une simple demande, « Peux-tu en faire quelque chose qu'elle n'oubliera jamais ?» Le morceau final arriva une semaine plus tard. Une délicate version acoustique de la mélodie, délicatement brodée du fredonnement de Lisa, préservée comme un souvenir sous les cordes d'un piano. Ethan la fit placer dans une petite boîte à musique en bois. Il l'enveloppa soigneusement, y ajouta un mot. Pour les nuits où le silence est trop fort, elle est toujours avec toi, et la laissa à sa porte sans expéditeur. Mais il restait une dernière pièce du puzzle, une qu'il il gardait ce dessin depuis 10 ans. Il le gardait depuis le jour où elle le lui avait tendu, un croquis au crayon représentant un ange souriant sous un halo doré. Les ailes étaient irrégulières, les lignes instables, mais il était empreint d'une telle chaleur enfantine, d'une telle foi. Merci, bel homme, d'avoir sauvé ma mère, Lisa. Il l'apporta chez un encadreur du centre-ville et demanda un verre de musée. Pas d'embellissement, juste une conservation. Au bas du cadre, il ajouta une ligne en écriture dorée. Toujours conservé. Une fois prêt, il l'enveloppa dans du papier doux et le fit livrer au magasin, adressé uniquement à Lisa, dans le casier du personnel. Pas d'expéditeur, pas de message. Il attendit dans la salle de pause que le chef d'équipe lui tende le colis. Ethan fit semblant d'être concentré sur un presse-papier tout en l'observant du coin de l'œil. Lisa détacha lentement le papier, les sourcils froncés. Puis, soudain, elle se figea. Le dessin la fixait. Son écriture, 10 ans plus tôt, s'était estompée.
Son propre lettrage enfantin. Son souffle se bloqua. Elle s'assit sur le canapé, serrant lentement le cadre. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle caressait le verre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Puis, enfin, sa voix brisa le silence. Qui garderait cela pendant 10 ans? Murmura-t-elle. Ethan ne bougea pas. Il laissa l'instant s'évaporer. Lisa serrait le cadre contre sa poitrine comme un objet sacré. Des larmes coulaient à flots, sans défense. Le dessin lui était revenu, non seulement sous forme de papier et d'encre, mais comme une preuve. La preuve que quelqu'un, quelque part, s'était souvenu de sa mère. Se souvenait-il d'elle? Murmura-t-elle de nouveau, la voix brisée. Comment avait-on pu garder cela aussi longtemps? La boîte à musique était restée fermée à côté d'elle. Les colis surprises arrivaient encore chaque semaine, mais rien ne la touchait autant, car c'était une part d'elle qu'elle croyait disparue dans le temps. Et Ethan, debout, silencieux à quelques pas d'elle, savait qu'il lui avait donné quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais lui donner. Souvenir, validation, amour, silencieux, invisible, mais réel. La salle de conférence du magasin 48 vibrait d'une confusion silencieuse. Personne ne savait pourquoi chaque employé, des caissiers au concierge, avait été rappelé après son service. Des chaises étaient alignées au sol, du café et des encas étaient servis. Lisa était assise au fond, la boîte à musique qu'elle avait reçue la veille encore dans son sac. Puis le directeur s'écarta et présenta un invité spécial du siège social. Les têtes se tournèrent, Ethan s'avança, mais cette fois, il n'était pas en uniforme. Il portait un blazer, un jean, pas de presse-papier. Il prit le micro et scruta la salle. « Salut », commença-t-il. « La plupart d'entre vous me connaissent sous le nom d'Ethan Jay, le type du magasin qui n'arrive pas à emballer une palette correctement. » Des rires jaillirent. Il sourit. « Mais ce n'est pas mon nom complet. Je m'appelle Ethan Hay. J'ai fondé Ethan Mart il y a 10 ans. » Des halètements résonnèrent. Lisa se figea, le souffle coupé. « Je suis venu sous couverture pour voir si cette entreprise avait toujours le cœur de ses débuts, dit-il. Et je l'ai trouvé chez une caissière nommée Lisa. » Tous les regards se sont tournés vers elle. Lisa a cligné des yeux, stupéfaite. « Je l'ai rencontrée bien avant de connaître son nom, » a poursuivi Ethan. « Il y a des années, j'ai aidé une femme victime d'un accident de voiture. Elle avait des enfants. L'un d'eux m'a donné un dessin d'ange. Cette fille est là aujourd'hui. » Les mains de Lisa se sont levées vers son visage. « Lisa, dit-il doucement, tu m'as rappelé pourquoi c'est important. Cette force n'est pas bruyante. Parfois, elle se manifeste simplement jour après jour et perdure. » Elle se leva lentement, tremblante. La voix d'Ethan se calma. « À partir d'aujourd'hui, nous changeons les choses. Cette entreprise donnera la priorité à l'humain, à de meilleures prestations sociales, à un soutien en santé mentale et à de nouveaux programmes pour aider les parents isolés et les sans-abri. Nous reconstruisons ce qui compte. » Les applaudissements ont rempli la salle. Lisa s'est arrêtée, bouleversée. Ethan est descendu et s'est dirigé vers elle. Il lui a pris la main. « Je t'ai rencontré quand tu avais 14 ans. Tu m'as appelé un ange gardien. Mais vraiment, tu m'as sauvé. » Des larmes coulèrent sur les joues de Lisa. « Je t'ai aimé en silence, » dit-il. « Non pas pour qui tu voulais être, mais pour qui tu es. Pour la façon dont tu as continué à croire au bien quand la vie te donnait toutes les raisons du contraire. » Il expira. « Je t'aime, Lisa. Non pas parce que tu as besoin d'être sauvée, mais parce que tu m'as rappelé comment vivre. » Un silence s'installa. Lisa ne répondit pas. Elle s'avança et le serra dans ses bras, forte et sûre d'elle. Puis un murmure, « Oui, je sais qu'ils n'avaient pas besoin de grands restaurants ni de voyages de luxe. » Ce week-end-là, ils se promenèrent dans son quartier, mangeant des tacos dans des food trucks, riant sous les lampadaires tamisés. Lisa se sentit à nouveau libre, comme si son âme avait de l'espace pour respirer. Ethan ne consulta pas son téléphone. Il ne se précipita pas. Il lui prit simplement la main comme si cela signifiait quelque chose. Un après-midi, Lisa l'emmena au cimetière avec son petit frère Tommy. Ils déposèrent des marguerites blanches, les préférées de sa mère, sur la tombe. Tommy s'agenouilla et déposa un dessin près de la pierre tombale. Ethan s'agenouilla à son tour et posa une main sur l'épaule du garçon.
Je ne connaissais pas ta mère comme toi, dit-il doucement. Mais je pense qu'elle serait fière de vous deux. Tommy leva les yeux. Tu crois qu'elle le sait? Ethan hocha la tête. Elle le sait. Puis il murmura à la tombe. Je te promets de prendre soin d'eux. Aussi longtemps que je vivrai. Lisa se tenait silencieusement derrière eux, les yeux brillants. Quand Ethan se releva, il lui prit la main. Ensemble, ils se tenaient dans la douce brise, les fleurs ondulant. Plus besoin de mots. Juste la douce et belle vérité. Ils avaient retrouvé le chemin du cœur. Et ainsi, ce qui avait commencé par une larme dans une salle de pause s'était transformé en une promesse sous le ciel. Une promesse n'est non pas de grands gestes, mais de petits moments de vérité, de gentillesse et d'amour discret. Ethan retrouva sa raison d'être. Lisa trouva la force de s'appuyer sur quelqu'un, et Tommy trouva quelqu'un qui ne s'en irait jamais.